Et bonjour à tous, aujourd'hui on va parler des de Marillac. Les de Marillac sont une vieille famille noble auvergnate, fidèle au duc de Bourbon, duc lui-même fidèle à la monarchie française. Mais nous nous intéresserons ici à deux descendants de Guillaume de Marillac, Michel et Louis II de Marillac. Mais avant, laissez-moi vous parler de Tom Arias, qui a sorti un album le 10 juillet dernier, je vous en reparle en fin de vidéo. Avant tout, commençons par le père, Guillaume. Déjà, il est seigneur de Ferrières-en-Brie, une petite commune proche de Paris. Mais en plus, il a réussi à se placer, puisqu'il est contrôleur général des finances, donc il est en charge de vérifier les dépenses royales. Et grâce à ce titre, et à la proximité du roi, il arrive à faire anoblir sa famille. Côté famille, il se marie avec une riche héritière, avec qui il fait 6 enfants, dont Michel en 1560. Cependant, elle meurt en 1568. Le petit Michel a alors 8 ans, et son père 47. 3 ans plus tard, Guillaume se remarie avec une noble veuve, avec qui il fera 2 enfants, dont Louis II en 1572. Un an après la naissance de Louis II, c'est au tour de Guillaume de perdre la vie. Michel a alors 13 ans. Toute la famille, donc les enfants et la seconde femme de Guillaume, part vivre chez un oncle. Mais le climat politique n'est pas très calme en France. La guerre de religion fait rage, et en 1572, l'année de la naissance de Louis II, il y a le massacre de la Saint-Barthélemy. Dans ce conflit qui oppose les catholiques aux protestants et aux réformés, Michel prend le parti des catholiques. Mais avec l'arrivée au pouvoir en 1589 de Henri IV, Michel arrête son soutien pour les catholiques et fait oublier sa participation au parti. 6 ans plus tard, en 1595, il devient maître des requêtes et parcourt le pays, tissant de nombreuses connexions à travers tout le pays. Ces connexions sont renforcées par sa foi. C'est ainsi qu'en 1602, à 42 ans, il se rapproche du cercle de Madame Acquarie, mouvement religieux important qui s'accaparera l'image des carmélites. Les carmélites étant la base de pauvres ermites réfugiés en Europe. La pauvreté de ces ermites inspire les réformés. Il décide ainsi en 1604 de créer l'ordre réformé des carmélites. Il décide 7 ans plus tard de fonder une branche de l'ordre des oratoriens, société de l'oratoire de Jésus, qui a pour but de faire vivre en commun des prêtres pour qu'ils se questionnent ensemble sur les actes qu'ils pourraient accomplir afin de se faire béatifier. L'ordre des oratoriens s'est très vite retrouvé à être une école de formation des prêtres réformés. C'est ainsi qu'ils sont entrés en rivalité avec les écoles jésuites. Mais en 1610, coup de tonnerre, le roi Henri IV passe l'arme à gauche et laisse son fils Louis XIII gouverner, accompagné de son conseiller, le cardinal de Richelieu. Les protestants sont menacés. Si la religion est bien le domaine de Michel, la guerre est le domaine de Louis II. En 1611, après avoir passé plusieurs années à la tête d'une compagnie de 100 chevaux légers, Louis II fut envoyé en Savoie et dans les États italiens en tant qu'ambassadeur. 5 ans plus tard, à 44 ans, Louis fut envoyé négocier la paix de Loudun. Le traité de paix vient à la suite d'une longue guerre qui a débuté sur une question de succession et qui est devenue une guerre de religion. Le traité fut en défaveur de Marie de Médicis au profit du prince de Condé. Marie de Médicis représentant le catholicisme et le prince de Condé le protestantisme. L'année d'après, en 1617, le roi le demande, et il prend les armes et part combattre les protestants huguenots à Montauban. Il combattit les protestants pendant de longues années. Il se distinguera notamment au siège de La Rochelle en 1627. Mais n'allons pas trop vite, revenons à Michel de Marillac. En août 1624, il est nommé surintendant des finances. Il est donc en charge de planifier les dépenses de l'État. Il excelle dans sa fonction de surintendant et devint 2 ans plus tard garde des Sceaux, après que le détenteur du titre se soit compromis en jurant fidélité à un prétendant au trône. En tant que garde des Sceaux, il fait la chasse aux sorcières, accélérant les procès des conspirateurs, notamment le comte de Chalais. Il réforme aussi l'organisation. Il fait adopter près de 500 articles de loi et traque sans répit les corrompus. Pour cela, il use de ses relations, jouant régulièrement sur la religion. C'est en 1629 qu'aura lieu un tournant, puisque c'est à cette date que la révolte protestante prend fin. Si cela profite à Louis II, qui pour sa campagne face aux protestants fut promis au titre de maréchal de France, ce n'est pas du tout à l'avantage de Michel, qui du coup tombe en conflit quasi ouvert avec Richelieu. Michel étant alors soutenu par Marie de Médicis et Richelieu uniquement par le roi. Deux visions s'opposent alors. Michel de Marillac veut réformer l'état de l'intérieur, afin de rendre plus puissant, alors que Richelieu est plus tourné à l'international. Il veut notamment faire une opération dans le Piémont et entrer en guerre face à l'Espagne. Malgré l'avis de son conseil, le roi, Louis XIII, suit les désirs de Richelieu et mène une campagne en Savoie pour donner manteau au duc de Nevers. L'opération n'est pas très populaire, et Marie de Médicis essaie d'arrêter l'approvisionnement en munitions de l'armée. Quant à lui, Michel de Marillac essaie de faire changer à la cour les quelques personnes qui sont en faveur de cette opération, pendant que son demi-frère, dans le haut commandement de l'armée, essaie de ralentir les opérations.
Le duc de Savoie meurt, et Mantoue est réclamé par l'empereur du Saint-Empire romain germanique Ferdinand II. Une guerre se profile contre l'Espagne. Richelieu est pour. Marie de Médicis et les Marillac sont évidemment contre. C'est la peste qui contraint Louis XIII à quitter l'Italie pour se soigner à Lyon. Il sera dans un état très grave. On lui donne l'extrême onction. Le roi sans héritier inquiète grandement, et des troubles sont présents dans tout le pays. Quand il arrive à Lyon, il est malade depuis des mois et est condamné. Marie de Médicis profite alors du roi et lui demande de renvoyer Richelieu. Mais le roi, qui se sait en piteux état, ne dit mot. Un miracle survint cependant, sauva le roi d'une mort certaine. Le roi, après 40 jours de souffrance à Lyon, est guéri. Le roi repart à la tête de ses troupes et prend la ville de Mantoue. Quant à Marie et aux Marillac, ils cherchent à faire destituer Richelieu. Richelieu est alors perçu en Europe comme un va en guerre, un homme qui attise toutes les tensions. En octobre 1630, la cour de France revint à Paris pour y passer l'hiver comme elle en a l'habitude. Le roi revient à Paris un peu après la cour, mais trouve un beau cadeau puisque sa mère reconnaît les qualités du cardinal et proclame qu'elle ne veut plus le faire tomber. Le mois d'après, le 9 novembre 1630, un conseil restreint se tint au palais du Luxembourg et regroupe uniquement le roi, la reine-mère donc Marie, le cardinal Richelieu et le garde des Sceaux Michel de Marillac. Mais une invitée surprise arrive. Il s'agit de Madame de Combalet, nièce du cardinal, qui se fait injurier par la reine-mère et se fait renvoyer de la surintendance de la maison de la reine, ainsi que de l'aumônerie de la reine. La reine-mère en profite pour renvoyer un secrétaire d'État détaché par Richelieu, et termine en injuriant le cardinal lui-même. Le roi, outré, part pour Versailles. Là-bas, il consulte un proche qui lui conseille de faire venir le cardinal à Versailles, afin de lui parler plus longuement. À cause de ces événements, le lendemain, le roi annule le conseil, afin de réconcilier sa mère avec le cardinal. Mais la reine-mère empêche l'arrivée du cardinal afin de supplier le roi de prendre Michel comme ministre principal. Le roi dira alors « L'obstination de ma mère me fera mourir. Elle veut que je chasse un ministre habile pour confier mon royaume à des ignorants qui préfèrent leur intérêt à celui de l'État. » Le cardinal qui a trouvé un moyen dérobé de rentrer proclamera « Je gagerai que leur majesté parle de moi. » Marie de Médicis furieuse lui reproche sèchement son ingratitude et lui enjoint de ne jamais plus se présenter devant elle. Le cardinal touché fond en larmes et baise le bas de la robe de la reine-mère. Marie de Médicis s'adressera alors au roi en ces termes. « Préférez-vous un laquais à votre propre mère ?» Le roi se lève alors et part pour un relais de chasse à Versailles. Après ces événements, la reine-mère a déclaré « Si je n'avais pas négligé de fermer un verrou, le cardinal était perdu. » De son côté, le cardinal prépare son départ. Les partisans de la reine, eux, fêtent leur victoire. Cependant, un partisan du cardinal le convainc de voir le roi à Versailles. Le roi reçoit le cardinal et après un long entretien, le roi embrasse le cardinal et déclare « Je suis plus attaché à mon état qu'à ma mère. » Le roi prend alors les choses en main et destitue Michel de Marillac, qu'il envoie en Normandie. Il nomme alors un nouveau garde des Sceaux. Le lendemain, le 11 novembre, le roi rentre à Paris. Mais pour protéger son plan, il envoie le cardinal à Pontoise. Dans le même moment, il fait emprisonner Michel et Louis II de Marillac. La reine-mère furieuse ne veut pas d'apaisement. Elle sera alors écartée du pouvoir et exilée à Compiègne. 3 mois plus tard, elle s'évade avec la complaisance de son fils pour les Pays-Bas espagnols. Elle mourra en exil à l'âge de 67 ans, à Cologne. La fin était moins heureuse pour Michel et Louis II. Louis II a été jugé et décapité pour sa participation au complot. Michel a été enfermé pendant 2 ans et il est mort 3 mois après son frère. De nombreuses autres personnes importantes ont été arrêtées du fait de leur promiscuité avec le parti de la reine-mère. Le poète satirique Guillaume Botru déclarera alors « C'est la journée des dupes », expression qui donne le nom à cet événement de l'histoire de France. La journée des dupes étant un point de bascule dans l'histoire de France, puisqu'à partir de là, le pouvoir dynastique s'efface au profit du pouvoir du monarque et de son conseil. Vous l'aurez compris, le but ici aussi était de vous parler de l'histoire de la journée des dupes avec des personnages historiques peu connus. En parlant de personnages peu connus, cette famille continuera de marquer l'histoire. Laissez-moi vous conter l'histoire de Louise de Marillac. Louise est la fille de Louis Ier de Marillac, qui est le frère de Michel, et donc le demi-frère de Louis II. Le problème, c'est que sa mère meurt rapidement, et son père ne peut pas garder l'enfant. Il la confie à l'âge de 4 ans en un couvent dominicain. Au couvent, elle apprend tout ce qu'un homme peut apprendre. Elle devient une femme instruite. Ses tantes, qui viennent régulièrement lui rendre visite, lui donnent une formation d'humaniste. En 1604, son père décède. Elle a alors 13 ans. Son oncle Michel de Marillac, que nous avons vu, décide de la recueillir. Mais ce fut de très courte durée, puisqu'il l'enverra dans un foyer pour jeunes filles nobles. Elle fréquente alors les capucines
et pense rejoindre un jour leur rang. Mais Michel, qui est alors très impliqué dans la vie religieuse, lui conseille de ne pas entrer dans leur rang. Il lui prédit un autre destin. Elle continuera alors son cheminement dans la foi, notamment grâce à son cousin, l'évêque de Belley. Mais Michel, avide de pouvoir, voit dans le mariage de Louise un moyen de gagner en influence. Avec la complicité de Marie de Médicis, il la marie à Antoine le Gras, secrétaire des commandements de la reine. Ils se marient en 1613 et la même année, Louise donne naissance à un fils. Mais 9 ans plus tard, Antoine tombe gravement malade. Louise, qui pense être fautive, tombe en dépression et se tourne vers Dieu pour avoir son soutien. C'est à la Pentecôte 1623 que Louise fut illuminée. Elle reçut la conviction qu'elle devait rester auprès de son mari et qu'un jour viendra où elle rentrera au couvent. En 1625, Antoine, son mari, meurt de la tuberculose. Elle est donc seule avec son fils, Michel Le Gras, âgé de 12 ans. Louise a alors 34 ans. En précarité économique, elle place son fils dans un pensionnat. Ce dernier deviendra avocat. Après cela, pendant 4 ans, elle côtoiera Saint Vincent de Paul, qui la poussera à chercher le salut pour les autres et non pour elle-même. Elle devint par la suite sa chargée de mission. Elle aura pour mission d'organiser la charité des dames importantes du pays. C'est à ce moment-là que Michel et Louis seront enfermés. Louise, quant à elle, fonde avec l'aide de Saint Vincent de Paul les Filles de la Charité, qui s'engagent pleinement pour les pauvres. Elles font éducation des enfants abandonnés, secourent les victimes des guerres, soignent les malades, aident les handicapés. Ces sœurs non cloîtrées développent leur activité à une vitesse fulgurante. Peu à peu, elles fondent des communautés à travers toute la France et jusqu'en Pologne. En 1657, Saint Vincent de Paul loue Louise-Marie en disant qu'elle est comme morte. Il faut comprendre par là qu'elle se donne complètement aux autres. Elle meurt en 1660 à 69 ans. Saint Vincent de Paul meurt la même année, un peu après elle. Saint Vincent de Paul est béatifié en 1729 et canonisé en 1737. Il faudra attendre 1920 pour que Louise soit béatifiée et 14 ans de plus pour qu'elle devienne Sainte Louise de Marillac. Elle est proclamée patronne des œuvres sociales en 1960. Les Filles de la Charité qu'elle a créées existent toujours et je vous mets un lien en description pour regarder leur site internet. On fête la Sainte Louise le 9 mai, jour de l'indépendance de la Roumanie. Parce qu'évidemment, Sainte Louise a été en Roumanie. Absolument pas, ça n'a rien à voir. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous parlerai peut-être un jour de la Roumanie. En attendant, je vous quitte sur ces notes de Tom Marias. Mais avant, likez, abonnez-vous, commentez. Bye! Sur la route flambante, rayonnant dans la lumière tombante, je laisse l'instinct me guider, car il sait où je dois aller. Ce qui est de mieux pour moi, ce qu'il y a de plus beau en soi, j'ai décidé de tout laisser, car le voyage nous fait nous